Donc, la rédaction du devis. Alors, à travers, cette, rencontre, nous allons donc aborder différents thèmes, notamment les éléments indispensables du devis, l'entête, les travaux supplémentaires, les délais d'exécution, l'assurance décennale, les clauses du prix, TVA, les modalités de paiement et des clauses complémentaires sur lesquelles je veux m'appuyer et les mettre en avant, c'est-à-dire la médiation des litiges de la consommation, la réserve de propriété, la RGPD, la clause déchets et le formulaire de rétractation. Et nous ferons à la fin de mon intervention une information supplémentaire sur la retenue de garantie dans le cadre des marchés privés. Le devis est donc un document obligatoire depuis fort longtemps, qui a été formalisé par un arrêté de janvier 2017 et qui nous explique que le devis est obligatoire à partir de toute intervention. Il n'y a pas de montant minimum. Et, donc, c'est-à-dire qu'à partir de 1 €, le principe, c'est de faire un devis. Donc la loi est très claire là-dessus. Il y a eu des tolérances à 150, 300 € qui n'existent plus. Donc, quand on parle de devis, on parle de devis de travaux, mais aussi de dépannage. Forcément, quand je vous annonce qu'à partir de 1 €, il faut faire un devis, j'ai listé toutes les opérations qui concernent les différentes interventions que vous pouvez faire en tant qu'artisan. Et en même temps, avec on va dire les travaux d'urgence que vous pouvez faire. Donc les travaux d'urgence, effectivement, vous arrivez chez quelqu'un, il vous appelle, il y a une catastrophe, un dégât des eaux, une planche qui s'est cassée, et cetera. Vous arrivez sur place, vous n'avez pas le temps de faire un devis. La loi nous dit rien à ce sujet-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que votre intervention, quand vous allez la mettre en place, hein, faites un petit récapitulatif écrit et pour dire au client ce que vous avez fait. Alors si le client est sur place, c'est super parce qu'au moins il verra à peu près ce que vous avez fait. Vous le faites signer, comme ça pour la facturation, il y aura moins de discussions. Là où c'est plus embêtant si c'est le client n'est pas là, mais je vous engage à faire soit un mail au client en disant: «J'ai fait une intervention chez vous», ou vous l'appelez directement, mais je préfère une trace mail ou vous laissez, un papier, mais si vous laissez un papier, peut-être que le papier peut s'envoler. Donc je vous invite vraiment à faire un mail pour dire: «Voilà, je suis intervenu de telle heure à telle heure, j'ai fait telle prestation», pour qu'on ait le moins de soucis possible. Et donc, quand je vous dis tous travaux, c'est, on rajoute une pièce, on enlève une pièce, vraiment des petits détails. C'est là que je comprends que c'est un petit peu, pénible, hein, mais peut-être aussi que, bah, dire à vos clients que si dans le cadre des urgences, par exemple, il y a un forfait, il y a un minimum par rapport à une intervention comme ça, le client, il est pas surpris de la facturation, qui pourrait arriver. Je vais vous présenter un modèle de devis et avec les points de vigilance pour lesquels j'attire votre attention. Donc, le devis doit se présenter tel que vous l'avez sous les yeux. Vous aurez de toute façon ce document qui vous sera envoyé. Donc, rien de nouveau au niveau des coordonnées d'entreprise, votre adresse complète, téléphone, mail, votre numéro SIRET. Pour ceux qui sont RGE, n'oubliez pas d'indiquer, vos qualifications et le numéro de votre qualification. C'est important pour que le client puisse s'appuyer sur ce devis et obtenir, les aides qu'il pourrait avoir. L'assurance décennale, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Le devis descriptif, un numéro, peu importe, vous indiquez le numéro que vous souhaitez. Date de rédaction, bah, c'est important de cette date, parce que c'est là que démarrera le délai de rétractation éventuelle du client, le délai d'exécution éventuellement, de vos travaux et le délai de validité de votre contrat. Donc cette date est importante pour la suite, hein. Au niveau du descriptif, je vous en parlerai sur une autre page un petit peu plus tard, parce que c'est
très important. Euh, vous aurez un montant total hors taxe, un montant TVA et un montant total TTC. Donc, vous pourrez avoir un taux de 20%, un taux de 5,5, un taux de 10. D'ores et déjà, on sait tous que dès que la maison a moins de 2 ans, c'est un taux de 20. Après, quand on intervient sur une maison qui a plus de 2 ans, on peut très bien se retrouver avec un taux de TVA à 10, un taux de TVA à 5. Et là, il faudra, dans le montant de la TVA, faire une seconde ligne, montant total à 10, montant total à 5. C'est la petite particularité, il faut bien distinguer, mais ça, je pense que vous savez bien le faire, il n'y a pas de souci. Ne pas oublier de mettre dans votre devis, là où j'ai ma flèche, clause de révision et conditions de garantie. En cas de modification du taux de TVA, alors soit par rapport à votre activité, soit par rapport à vos fournisseurs, on indique qu'il faut que si jamais ce taux augmente ou descend, ce sera celui-ci qui sera applicable. Concrètement, vous faites un devis, il est signé à 20%. Vous commencez les travaux, le gouvernement décide que le taux de TVA va être à 21 par exemple. Donc, vous n'aurez pas à refaire un devis. C'est le nouveau taux décidé par le gouvernement qui sera applicable de suite. Donc, votre facturation, elle sera avec un taux de TVA à 20. Idem si le taux de TVA passait à 19, même si vous avez mis 20, il y aura un différentiel par rapport à votre facture qui sera un petit peu moindre par rapport à une TVA qui serait baissée. Et ça, donc, c'est une formule obligatoire. Autrement, si vous ne le mettez pas, il faudrait refaire un devis. Et imaginons que le taux TVA augmente de 1, 2, 3 points. Le client, il dira, j'ai signé le devis de temps. Il n'aura pas forcément envie de payer les 2-3 points de facture en plus. Avec cette mention-là, vous êtes complètement couvert. La date de validité. Alors, très important, dans la mesure où actuellement, certains d'entre vous ont une problématique de coût des fournitures, des coûts des matériaux. Ça augmente assez rapidement, donc je vous incite à avoir un devis qui ne dure pas trop dans le temps, c'est-à-dire un devis qui aurait plus de 6 mois de validité. Le client signe, aujourd'hui par exemple, si le devis est valable 6 mois, vous aurez peut-être 2, 3, voire 4 hausses et vous ne pourrez pas l'appliquer au client. Si la durée de validité est plus courte, là, ce sera plus facile de renégocier votre devis. Après, c'est à vous de voir, mais moi, vraiment, mon point de vue, c'est de faire une validité la plus courte possible. Concernant les délais d'exécution, alors là, contrairement à ce que je vous disais par rapport à la durée de validité, là, soyez large pour vous permettre de, en fonction des travaux, en fonction des urgences que vous aurez à traiter au niveau de votre entreprise, de se dire, je ne mets pas délai d'exécution dans 3 mois, mais vous pouvez mettre jusqu'à 12 mois. Ah, donc ça fait quand même une marge de 1 mois à 12 mois, c'est vous qui allez déterminer. Mais comme c'est une clause obligatoire sur le devis, si par exemple vous mettez délai d'exécution dans 3 mois et que vous ne pouvez pas commencer dans les 3 mois, le client, lui, pourra se retirer du devis en vous disant que vous n'avez pas respecté le délai d'exécution. Ce qui veut dire concrètement, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des fournitures que vous aurez achetées pour commencer vos travaux, mais compte tenu que vous n'avez pas respecté une obligation, le délai d'exécution, le client vous devra aucune indemnité. Donc, il faut être assez vigilant par rapport à cette situation. Les modalités de paiement, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et évidemment, la signature du client et de la vôtre. Alors, ce qui est bien, alors quand c'est un devis sur une page, c'est pas très grave. Si vous avez un devis qui a plusieurs pages,
c'est que le client signe en premier. Il vous renvoie le devis et comme ça, vous pouvez vérifier, si le client n'a pas, par exemple, rayé un prix ou diminué un prix. Ça vous permet, vous, après, de dire au client: «Bah, vous m'avez renvoyé le devis, OK, c'est bien, sauf que vous avez diminué, je suis pas d'accord» et là, ça vous laisse une marge hein, pour ne pas signer le devis. Parce que si ça commence comme ça, on sait tous bien que, après les relations clients, artisans peuvent être un petit peu détestables. Je reviens sur si on prend le devis, en haut à droite, on a donc le nom du client. Alors, souvent, en cas de litige, moi, ce qui me manque, c'est qu'on n'a pas les coordonnées complètes du client. Souvent, sur les devis, c'est noté monsieur, madame untel, l'adresse souvent, mais ça s'arrête là. Moi, je vous invite à mettre le nom, le prénom. Alors, s'il y a qu'une personne, voilà, si c'est un couple, c'est mettre le nom, le prénom du monsieur et la dame, d'avoir le numéro de téléphone et d'avoir une adresse mail. Ça permet, si jamais on est en recouvrement de créances, d'avoir tous les moyens possibles pour contacter le client et pas simplement une adresse. Et ça, c'est vraiment, important. Et idem pour une société, de bien avoir, le nom de la société, ses coordonnées, son numéro d'identification à la TVA, son numéro SIRET. C'est vraiment, important. Je reviens juste en arrière par rapport, justement au nom du client. Si jamais l'adresse du chantier n'est pas la même que l'adresse du client, ne pas, oublier d'indiquer cela, juste en dessous, en disant adresse du client et après lieu d'exécution des travaux, indiquer l'adresse où seront exécutés, les travaux. Donc là, maintenant, je vais vous parler de la description détaillée, des travaux. Donc ça, c'est un module de votre devis, excessivement important. Plus votre devis sera détaillé, moins il y aura, la possibilité pour votre client de contester ce que vous avez fait. Moins c'est précis, plus ça ouvre la porte aux clients, qui pourraient, contester, votre devis. Donc, il faut vraiment une description détaillée des travaux, des matériaux, des produits utilisés. Si vous remplacez, un lavabo, bien préciser le modèle, la marque. Si on est dans le cadre de la peinture, bien préciser le choix de peinture, indiquer éventuellement, même pas éventuellement, donner le RAL, numéro pour qu'il y ait pas de discussion possible. Parce qu'entre ce que le client, par exemple, s'il va dans un showroom, peut voir, Heu et après s'apercevoir ce qu'il a chez lui, il peut trouver une différence. Imaginons si j'ai le cas, dans un showroom, il choisit un type de carrelage, ça va être un bain qui sera montré en showroom. Quand l'artisan va acheter ce carrelage avec le même descriptif, le même nom, peut-être que ce sera un autre bain, il y aura peut-être une différence de couleur et si vous n'avez pas été précis sur le devis, le client pourra vous dire: «Bah, vous vous êtes trompé, c'était pas celui que je voulais». Donc ça, c'est excessivement important d'être précis pour éviter toute contestation après. Le but du devis aussi, c'est justement de vous protéger, même s'il y a des obligations bien sûr, mais c'est de vous protéger par rapport à des éventuelles, critiques, de vos clients et surtout au fait que le client ne paierait pas complètement, sa facture parce qu'il estimerait que. Donc si vous avez un devis détaillé, si vous précisez bien ce que vous faites, c'est essentiel. Doit-on faire, payer ses devis? Dans la grande majorité, non. Il n'y a pas besoin de se faire payer son devis. Là où ça peut être intéressant pour vous, c'est quand il y a des études à faire. Si vous avez une étude béton, par exemple, si vous devez vous déplacer
assez souvent sur le chantier pour, vous rendre compte de la nature des travaux, parce qu'il faut travailler peut-être sur un projet de construction, qu'il y aura plusieurs intervenants, ça vaut peut-être le coup de facturer. Ah, il faut savoir qu'un devis payant, c'est forcément peut-être pas très apprécié par un client, donc c'est vraiment à en discuter, avant de faire, son devis, mais c'est une possibilité et dans ces cas-là, il sera indiqué que le devis est payant, mais il deviendra en déduction de votre facture finale. Alors, peut-on modifier un devis signé? Une fois que vous avez, signé votre devis en principe ne doit pas bouger. Si vous avez un devis de 1 000 €, votre facture sera forcément de 1 000 €. Le devis, c'est la base de tout. La facture, en fin de compte, c'est juste un copier-coller de votre devis. Alors, il est possible qu'en cours de travaux, vous vous aperceviez qu'il y a des travaux supplémentaires à effectuer, par exemple, donc ce qui entraîne une modification du devis. Si c'est le cas, il faut impérativement faire un avenant à votre devis initial. Comme cela, devis plus devis complémentaire, heu, la facture pourra, intégrer ces changements. Si vous n'avez pas le temps, parce que ça arrive assez souvent, c'est soit vous apercevez qu'il y a des travaux, mais vous n'allez pas, revenir le lendemain ou surlendemain parce que ça peut être fait le jour même. Soit le client directement vous dit: «Puisque vous êtes là, rajoutez-moi par exemple une prise dans la cuisine, une prise dans la chambre, une prise dans le bureau. Puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez me faire des étagères dans un placard?» Donc ces petits travaux-là, s'ils s'accumulent, ça fait quand même un montant important et si jamais ils sont pas actés par un écrit, bah, concrètement, l'artisan, vous allez forcément facturer ces travaux que vous avez effectués, mais le client dira: «J'ai signé un devis de 1 000, vous m'annoncez une facture de 1 200 avec 200 € de travaux supplémentaires, donc moi je ne paierai pas les 200 € parce qu'ils n'étaient pas prévus dans le devis». Pour ce faire, moi, ce que je vous conseille quand c'est dans la situation d'urgence, que le client vous demande des travaux supplémentaires, si le client est là, c'est de lui faire signer les travaux supplémentaires. C'est-à-dire que vous indiquez à votre client: «Vous m'avez demandé, je ne sais pas, 3 prises, des étagères», vous faites un forfait à peu près du coût de votre prestation, vous faites signer le client. Si le client est pas là, vous lui envoyez un mail le soir pour lui dire: «Voilà le montant forfaitaire, des travaux supplémentaires». Il faut toujours avoir une trace écrite pour pouvoir récupérer la somme des travaux supplémentaires. Les modalités de paiement. Alors moi, je vous incite, on peut, dire que le paiement, il y aura qu'un seul paiement à la fin des travaux, quand vous enverrez votre facture définitive. Mais on peut intégrer, la forme d'un paiement, sectionnel, c'est-à-dire on peut se dire: «Le client signe un acompte de tant de % à la signature du marché et le solde sera réglé à la fin des travaux avec une facture de solde» ou en fonction de la durée du chantier, on peut, se dire et du montant peut-être important, se dire: «On demande un acompte à 30 et on se dit qu'à 50 des travaux, on refera une facture intermédiaire de, par exemple, 50 et et à la fin, le solde sera réglé sur, les travaux effectués». Concrètement, c'est intéressant de demander des acomptes parce que premièrement, ça engage le client à vous verser déjà 30 à la signature du marché, ce qui fait que vous, dans votre trésorerie, vous avez l'argent du client et ça peut vous permettre d'acheter, déjà des matériaux. Ça peut être intéressant si c'est un chantier qui est long, si c'est un coût, admettons que le client a la facture intermédiaire des 50 ne vous règle pas. Si vous l'avez indiqué dans votre devis, juridiquement, ça vous permet d'arrêter le chantier et de limiter les dégâts. Donc ça peut être important. Donc ça, c'est en fonction, c'est 2 modalités, soit un paiement fin des travaux ou soit on se dit: «Je prends un acompte», mais ce que je vous conseille vraiment
de demander un acompte au moins de 30 à la signature. C'est l'engagement du client et si le client, parce que là après on a aussi les cas et vous devez les avoir en ce moment, le client dit: «Bah oui, j'ai signé, mais bon, j'ai plus envie, j'ai trouvé un autre artisan». Ça veut dire qu'il s'engage, 2 fois sur, des mêmes travaux. Bah, de dire: «Bah OK, moi j'ai fait mon travail, vous avez signé un devis, sauf que le devis c'est un contrat, ça se casse pas comme ça». Donc on peut après négocier avec l'acompte que vous avez déjà en votre possession. Si vous n'avez pas d'acompte, c'est un peu plus difficile de négocier financièrement. Donc ça, c'est peu moi, je vous engage à penser à ce système d'acompte qui me semble, très important. L'assurance décennale, une mention obligatoire dans tous vos devis. Vous devez impérativement indiquer, que vous avez une assurance décennale, que vous l'avez souscrite auprès de la compagnie de votre choix, le numéro, la prise d'effet, les dates de validité. C'est voilà, ça c'est le minimum de la mention légale. Tout ce que Il est possible que le client vous demande en plus une attestation d'assurance, mais à partir du moment où vous avez indiqué, si vous aviez, si vous par, malchance, c'était pas rempli ou mal rempli, ça serait une faute de votre part, de pas avoir mis la bonne assurance, pas le bon numéro et le client pourrait vous le reprocher. Donc, mais si vous remplissez bien cette clause, vous n'aurez pas de souci, vous êtes dans les clous par rapport à la situation. Donc là, on vient de voir les différents aspects du devis. Maintenant, on va voir le modèle de conditions générales de vente. De plus en plus d'artisans, dans le bâtiment mettent en place des conditions générales de vente. Donc, on vous a mis un exemple de conditions générales de vente. On a fait en sorte que ces conditions soient, les plus courtes possibles pour pas que ça fasse plus d'un recto verso. Parce que plus on en a, plus c'est difficile, à gérer par rapport aux clients et à regarder. Donc dans ce modèle de conditions générales de vente que vous avez, c'est le minimum et en même temps, c'est tout ce qui vous protège. Donc avec le devis que je vous ai montré, plus les conditions générales, vous êtes pareil, il y a pas de souci. Donc dans les conditions générales de vente, on revient sur certains aspects qui sont déjà indiqués dans le devis, notamment la validité de l'offre, ça on le met. Alors un point important, c'est le point 3 des modalités, des conditions générales de vente, c'est l'actualisation des prix. Actuellement, comme je vous disais tout à l'heure, on a une hausse des matières premières, on a, une hausse chez les fournisseurs. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une clause d'actualisation pour actualiser vos devis en fonction de l'augmentation que pourrait, vous répercuter l'ensemble des personnes avec lesquelles vous travaillez, fournisseurs, fabricants, et cetera. Donc ça, je vous engage à le faire. Alors, quand on la lit comme ça, brut de décoffrage, ça semble un peu compliqué, mais pour ceux que ça intéresse et j'enverrai de toute façon à l'ensemble des participants à cette réunion, la méthode de calcul qui est toute simple. Là, effectivement, c'est des chiffres, c'est des lettres P, multipliées par le prix de marché et cetera, mais en fin de compte, c'est relativement simple et ça, on vous l'enverra en même temps que les autres documents. Important de savoir aussi, c'est, mettre des conditions suspensives. Vos travaux peuvent être liés aussi au fait qu'il y a des conditions d'autorisation administrative à obtenir. Déclaration de travaux, souvent, si on fait des fenêtres de toit, par exemple, par rapport à des périmètres aussi, dans un centre historique et puis, aussi des demandes par rapport au voisinage. S'il y a besoin d'avoir un échafaudage, par exemple, sur le terrain du voisin, si on est obligé de passer chez le voisin pour aller chez le client. Donc ça, c'est des informations au préalable que vous devez demander aux clients et qui seront annexées forcément à vos devis. Et le recours à un prêt, si le client a recours à un prêt, c'est important de savoir parce que le client peut signer puis vous dire après: «Ben, en fin de compte, j'ai pas eu mon prêt». Donc c'est mieux de savoir s'il a son prêt ou pas.
Les délais d'exécution, donc, on en a parlé tout à l'heure. Alors des exceptions mais qui sont difficilement applicables. Alors si hélas, quand on est en temps de guerre, c'est possible. Après des périodes comme on a eu pendant la pandémie avec, la covid, c'est possible aussi, mais les prolongations sont vraiment exceptionnelles. Donc c'est au cas par cas. Donc quand ça arrive, effectivement, on vous préviendra. Alors j'attire votre attention sur le fait, dans le point 7, la réception de travaux. Il y en a pas encore assez. Dans la mesure du possible, faites des réceptions de travaux. C'est vraiment un élément indispensable. Ça permet d'acter le jour même, si possible, à la fin de vos travaux, de voir avec le client ce qui va ou ce qui ne va pas. Généralement, le client, il est content de votre prestation, donc il va faire une réserve. Il ne va pas faire de réserve, il va signer la réception de travaux, sans problème. Si vous attendez trop, le client, bah, vous savez tous comme moi, il va recevoir du monde le week-end et puis forcément, il y aura un artisan qui connaît, il y aura forcément un architecte ou un soi-disant expert et qui va trouver des défauts, bien évidemment, et lundi vous appellera. Et c'est là que ça peut commencer les ennuis par rapport, au règlement. Après, dans le point 8.9, on indique donc les différentes possibilités de paiement que nous avons vues tout à l'heure ensemble. Les délais de paiement, alors les paiements sont forcément, comptants. On verra une exception avec la retenue de garantie à la fin, mais le client doit s'engager à payer dans le mois qui suit, sauf les factures intermédiaires où c'est 15 jours. Après il faudra si, j'agis juste sur un point, c'est l'utilisation des photographies. Si, parce que vous avez fait une construction, quelque chose d'un peu atypique et que vous avez envie de vous servir, n'oubliez pas de demander l'accord de votre client. Si, vous avez besoin pour votre site internet, un support publicitaire, vous ne pouvez pas prendre des photos sans l'accord de votre client et surtout pour les mettre sur un site qui peut être vu par d'autres personnes. On va s'attacher à quelques clauses, importantes et on va commencer par la médiation des litiges. C'est une clause obligatoire, elle doit apparaître sur vos devis ou dans vos conditions générales. Donc chaque devis, doit indiquer, que le client peut avoir recours à un médiateur de la consommation. C'est une loi qui l'impose, donc on ne peut pas faire autrement. Nous, la CAPEB 35, on a négocié un contrat de partenariat avec SAS Médiation Solutions. Donc il faudra indiquer dans votre devis que vous avez, un médiateur, donner le nom du médiateur avec son adresse électronique, comme indiqué, ou, son adresse postale. Les prix puisque c'est un contrat de partenariat, forcément, il y a une négociation des prix qu'on a eu avec SAS Médiation. Heu Ça, c'est votre obligation de base. Vous n'avez par contre aucune obligation, tant que le client ne vous le demande pas, de vous affilier à la société de médiation. C'est uniquement si le client vous le demande ou si on est dans une situation où on est en difficulté avec le client, là, vous pouvez demander effectivement avoir recours au service de médiation. Mais à partir du moment où personne ne l'utilise, c'est gratuit. C'est juste une mention obligatoire que vous devez de mettre dans votre devis ou dans les conditions générales de vente. Alors je vais évoquer avec vous la clause, de réserve de propriété qu'on voit beaucoup dans les conditions générales de vente qui, parfois peut être mal interprétée. Je vais, commencer par un exemple. On Vous avez une chaudière. Le client, par exemple, vous a versé, il doit vous verser un acompte de 30. L'acompte, vous ne l'avez pas, mais vous avez confiance dans le client, vous avez déjà apporté la chaudière chez lui. Vous insistez quand même pour le règlement de 30 et vous pouvez dire au client dans ce cas-là, parce que la chaudière vous appartient toujours puisque le client, n'a pas entamé ses démarches déjà pour vous verser votre acompte. Donc si le client, vous le voyez réticent, il ne vous paie pas, là, vous êtes
la chaudière vous appartient toujours. Donc, c'est ça la clause de réserve de propriété, c'est-à-dire que le client n'a pas payé, il n'y a pas un transfert de propriété, c'est toujours vous, le propriétaire de la chaudière, donc vous pouvez récupérer cette chaudière. Elle est à vous. Par contre, là où elle n'est plus à vous, même si le client ne paie pas, et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez attentif au règlement de la compte, s'il y en a un, à partir du moment où vous installez votre chaudière, qu'elle est incorporée au bâti, à la maison, la propriété est transférée automatiquement chez le client, même si le client n'a pas payé. On ne peut pas aller dévisser, démonter la chaudière chez le client, ce n'est pas possible. La réflexion serait la même pour des huisseries. Les huisseries ne sont pas posées, elles ne sont pas incorporées au bâti, vous pouvez les récupérer. Les huisseries sont posées, c'est le client qui est propriétaire, même s'il n'a pas payé. C'est là où effectivement cette clause, parfois elle est mal interprétée parce que, on se dit: «Bah, moi je récupère tout, le client ne veut pas payer». Sauf que si tout est posé, les huisseries, la chaudière et on pourrait se donner plein d'autres exemples, hein. Concrètement, c'est violation de domicile, dégradation du bien d'autrui, même s'il n'a pas payé. Donc c'est vrai que c'est vraiment à utiliser d'une manière très, 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 se dire: «Voilà, c'est pas posé, je peux prendre éventuellement, c'est posé, c'est sûr, je ne me pose pas de questions, je prends pas». Sauf à mes risques et périls. Autre obligation, obligatoire à mettre dans vos conditions générales de vente, c'est par rapport au traitement informatique, du dossier du client. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des données personnelles de vos clients, ses adresses, c'est où son adresse, ça peut être des informations par rapport à une résidence secondaire, ça peut être une information, bah, par rapport aux mails qu'ils vous auront donnés, ça peut être des mails personnels, des mails professionnels. Donc ça, vous avez une possibilité de les garder pendant toute la durée des travaux, et même un petit peu après, la fin des travaux. Si le client vous dit rien, vous avez la possibilité de garder, ces informations et vous en servir par la suite pour faire, un appel à vos clients parce que pour soit un salon, soit pour voir s'il a pas besoin de travaux, ça vous pouvez le faire avec, sauf le bémol que le client vous informe à la fin, de dire: «Bah, voilà, j'ai travaillé avec vous, c'était très bien, mais je vous demande d'effacer toutes mes coordonnées» et là, vous serez dans l'obligation de le faire. Donc les la clause sur le RGPD, elle est très longue. Donc nous, on a essayé de faire le plus court possible avec toutes les informations nécessaires à la compréhension pour le client et pour l'artisan et avec cette clause, validée par la CAPEB nationale, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. Donc ça, c'est important parce qu'au moins, vous êtes dans la réglementation. Autre clause, mais qui est obligatoire depuis le 1er juillet 2021. Mais hélas, on vous demande de mettre une clause sur les déchets avec, c'est le ministère de la Transition écologique qui a mis ça en place. Donc normalement, toutes les entreprises du bâtiment, et aussi les paysagistes doivent quantifier les déchets générés, les modalités d'enlèvement. Si ça se fait, par exemple, si on casse du déchet, on broie du déchet, si on le fait sur place ou pas et quels sont les points de collecte, où on envoie les déchets et l'estimation du coût associé. C'est-à-dire on fait payer concrètement, le nombre de kilos, on va dire, de déchets, qui ont été générés par ce chantier. Il y avait un arrêté, début juillet avec un document CERFA qui était une véritable usine à gaz parce que c'était un document à remplir chantier par chantier en indiquant, le volume, d'être très précis sur les déchets, la nature, si c'était du plâtre, si c'était des vitres, si c'était de la toiture, des ardoises, donc c'était très, très précis. Donc ça, le gouvernement l'a abandonné avec la pression notamment de la CAPEB. Actuellement, c'est en cours de renégociation pour avoir une clause la plus simple possible. Mais la clause demeure obligatoire.
Donc, on a un modèle de clause, euh, simplement de dire que prise en charge gestion des déchets, donc de dire que vous avez fait tel déchet, faire un forfait de pause, de chute, faire aussi un forfait de volume, et puis de dire que vous emmenez vos déchets à la déchetterie de tel village ou ville, peu importe, et avec un coût forfaitaire. Vous embêtez pas à faire du sur-mesure, faites des forfaits, vous voyez à peu près combien ça vous coûtera. Pour le moment, on demande que ça, on pense que ça va s'affiner, ça sera beaucoup plus simple d'après les dernières réunions qu'on a eues à ce sujet-là. Ça sera vraiment on aura un secteur placo, un secteur, on sera très précis. Là, voilà, on vous en demande pas plus, c'est pas la peine d'aller au-delà pour vous embêter. Souvent, on entend la possibilité de se rétracter d'un devis et le client l'utilise souvent. Il parle parfois d'un délai de 7 jours qui n'existe pas dans le cadre d'un devis signé entre un artisan et un client. Par contre, il y a une possibilité de se rétracter, mais dans un cas unique, hein. Et qui est rarement le cas chez vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez chez le client, qui le rencontrez comme un commercial, on va dire, et vous faites signer directement votre devis chez le client. Si c'est le cas, on appelle ça une démarche commerciale. Et là, le client, lui, pour le coup, il a la possibilité d'avoir un délai de rétractation de 14 jours à partir du moment où vous êtes venu chez lui, qu'il a signé ce devis, c'est-à-dire que vous êtes venu chez lui. C'est ça qui peut déclencher la rétractation. Vous savez comme moi que dans la plupart des cas, vous allez chez le client, il ne signe pas le devis tout de suite, puisque vous rentrez chez vous faire son devis, vous lui envoyez le devis, il signe le devis et vous l'envoie pour signature. Donc là, dans ce cas de figure, qui est dans la majorité des cas, vous n'avez pas posé de questions, il n'y aura pas de délai de rétractation de la part du client. C'est vraiment si c'est comme, voilà, comme je disais tout à l'heure, une action commerciale, j'arrive chez le client, je lui fais signer son devis. Là, effectivement, il peut utiliser son formulaire de rétractation. Je vais vous parler d'une information supplémentaire, comme je vous en parlais en préambule de mon intervention, c'est sur la retenue de garantie. La retenue de garantie en marché privé, on entend un peu de tout. Les clients pensent que c'est forcément pour eux un droit et qu'ils peuvent systématiquement garder 5% de la facture que vous allez leur envoyer à la fin des travaux. C'est non. Le client ne peut retenir 5% qu'à condition que ce soit indiqué dans votre devis. Si, hormis dans le cadre des marchés publics où là, elle est obligatoire, on ne se pose pas de questions, dans le cadre des marchés privés, elle est obligatoire uniquement quand elle est prévue au devis au départ. Donc, si le client vous dit je retiens 5%, non, la loi a dit clairement que ce n'est pas possible. Donc, à utiliser pas forcément de manière très souvent, parce que c'est un peu compliqué. Ça peut aussi nous sortir d'affaires parfois, dans des litiges avec des sommes importantes, de dire bah, le client ne veut pas payer pour X raison, de dire bon, bah, retenez 5%, mais payez-moi au moins 95% de ce que j'ai fait comme travaux. Il faut mieux essayer de se bagarrer pour 5% sur une somme de 200-300 que se bagarrer pour une somme qui serait aux alentours de 6 000 € par exemple. Voilà, on récupère une somme importante. Ça peut être une porte de sortie, mais moi, je vous engage franchement à l'utiliser le moins possible. Mais je voulais vous en parler parce que ça fait partie aussi de ce qu'on entend sur les devis. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Alors effectivement, c'est exhaustif, hein. Je sais que vous aurez des questions. Je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas le temps qui nous est imparti pour répondre à tout. S'il y a des questions qui est inhérentes à un champ qui a une problématique vraiment personnelle, moi je m'engage à vous appeler ou à vous répondre par mail comme vous souhaitez.
il y a pas de souci là-dessus, on n'interrompt pas la discussion. Vous savez que je suis toujours disponible, soit par téléphone, soit par mail, donc il ne faut pas hésiter et comme je dis toujours, il y a pas de petites questions, il y a que des questions et il faut surtout pas hésiter.